Mesdames et messieurs, bonsoir. Je me présente, Marc Grondin, au nom du chapitre Québec de l'Association des anciens et anciennes des collèges militaires royaux du Canada. Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue ce soir. Ladies and gentlemen, good evening and welcome. As indicated in our communiqué, this conference tonight is delivered in French. However, any question will be answered in either official language. Thank you for your understanding. La conférence traitera de la paix positive qui, dans les faits, constitue l'objectif principal des Nations unies depuis sa création en 1945. Rappelons, et je cite, que les activités des Nations unies couvrent les domaines de la prévention des conflits, du rétablissement, du maintien et de la consolidation de la paix et de la prise de mesures coercitives. Nous sommes familiers avec les activités de maintien de la paix très visibles par les nombreuses missions des casques bleus partout sur la planète. Et un second visage moins connu de l'ONU consiste en la consolidation de la paix qui vise à aider les pays qui émergent d'un conflit à réduire le risque d'y replonger et à jeter les fondations d'une paix durable et de développement. Le Conseil de sécurité de l'ONU veille à assurer la paix et la sécurité internationale. Par contre, il appartient à l'Assemblée générale et au secrétaire général avec d'autres bureaux et organes de l'ONU de veiller à consolider une paix positive. Dans toute crise, il importe de rappeler que le rôle des forces engagées dans le maintien de la paix est comparable au travail des pompiers combattant l'incendie. Par la suite, il incombe au gouvernement et à la population entière de rebâtir une paix et un développement durable après le départ des troupes. C'est une tâche gigantesque pour les nations que cette étape post-conflictuelle. Pour guider les sociétés dans l'établissement d'une paix positive, l'ONU a défini une feuille de route composée de 8 piliers permettant de consolider les cycles vertueux tout en brisant les cycles vicieux qui risquent de ressurgir une fois la crise éteinte. Ce soir, nos deux conférenciers, pionniers de réputation internationale sur les enjeux de paix, de sécurité et de prospérité, s'empresseront de nous éclairer sur le volet relativement méconnu de l'ONU, qu'est la consolidation de la paix. Leurs exposés, présentés l'un à la suite de l'autre pour une durée de 40 minutes, seront suivis d'une période de questions d'environ 15 minutes. Vous êtes invités à poser vos questions aux conférenciers en utilisant l'application chat et pour ceux présents sur Facebook, en utilisant la section commentaires et ce, tout au long de la présentation. To English-speaking listeners, you are welcome to ask your questions using the chat application at any time, and for those on Facebook, using the comments section. Thank you. En premier lieu, le colonel Grégory s'attaquera à la question lancinante, à savoir si les sacrifices de nos forces armées depuis 100 ans sur la scène mondiale en valaient vraiment la peine. Il nous livrera la genèse menant à la création du Forum international sur la paix, la sécurité et la prospérité et les raisons du choix de la Sicile comme endroit pour tenir ce forum. Nous découvrirons le feu qui anime Steve Grégory pour rappeler à la population canadienne son devoir de souvenir du sacrifice de nos militaires, garant d'un avenir meilleur pour notre jeunesse. Colonel Grégory est un homme d'affaires montréalais qui dirige depuis 1989 ISAX Technology, une entreprise spécialisée dans le développement organisationnel et la technologie pour les ventes. Depuis 2006, il soutient activement les cadets et les anciens combattants canadiens. En 2015, il cofonde la campagne Respect, une initiative de réseautage national dans plus de 20 villes canadiennes. Ce réseau favorise la collaboration entre les intervenants qui soutiennent la santé mentale de nos hommes et femmes en uniforme. À divers titres, il a aidé à recueillir plusieurs millions de dollars pour les familles de militaires et diverses initiatives de sensibilisation communautaire. Steve et son équipe de bénévoles dévoués ont organisé des marches
longue de 325 km à travers la Sicile en 2013 et en 2018, en l'honneur de ceux qui ont combattu pendant l'opération Husky, la campagne alliée en Sicile en 1943. Il est le colonel honoraire du 2e régiment d'artillerie de campagne, le Two Field Regiment à Montréal. Le brigadier général Giguère enchaînera en seconde partie après le colonel Grégory. Il présentera les 8 piliers de la paix positive et en qualité de directeur académique du Forum international 2022, il présentera les objectifs et la programmation de la rencontre qui réunit d'éminents experts internationaux dans les domaines de la politique, les domaines économiques et académiques, dans le but de tirer les meilleures leçons des différentes missions du passé. Le général Giguère a connu une brillante carrière comme officier d'infanterie. Outre ses nombreuses affectations de commandement, commandant d'unité, de formation et du Collège des forces canadiennes, il a servi dans des missions de maintien de la paix, dont l'Afghanistan à 2 reprises, à Kaboul et à Kandahar, et en Haïti. Il est expert en résidence à l'École supérieure d'études internationales de l'Université Laval. Il co-préside les rencontres d'Université Défense qui en étaient à leur 13e édition en mars dernier à l'Université Laval. Il préside aussi l'Institut militaire de Québec. À ce moment-ci, le moment est venu de faire place aux conférenciers. Alors, colonel Grégory, à vous la parole. Merci. Merci, Marc. Donne-moi 2 secondes, je vais mettre ma présentation. Alors, vous connaissez par cette introduction que je suis homme d'affaires et civil. Je n'ai pas de service militaire. Je vous explique un peu la genèse de cette question de forum. En 2006, quelques années après le décès de mon père, ma mère connaît un monsieur, un nommé Charles Hunter, qui était bombardier chez nous, le 2e régiment. Il nous explique à moi et à mon fils ce qu'il a vécu dans la 2e Guerre mondiale en Sicile. Mon fils et moi, on était absolument épatés par cette explication, ces histoires. Et quelques semaines après, mon fils, qui avait l'âge d'11 ans, décide de faire son projet d'histoire de 6e année sur la bataille d'Assoro. La bataille d'Assoro, en plein milieu de la Sicile, évidemment, c'était quelque chose de spécial. C'était le 1er bataillon, Hasty Peas, RCR et 48 Islanders. Et avec ce projet, mon fils a gagné un prix, le prix de son école, en fait un prix national qui est offert par Historica Canada. Il est là à l'âge d'11 ans. Durant sa préparation pour ce projet, il a trouvé, sauf le texte de Nicholson et un petit livret de Tweedsmuir, qui était anciennement le commandant du Hasty Pea, il n'a trouvé rien. Je l'ai aidé, j'ai fait des recherches, moi aussi, j'ai trouvé rien. En fait, ce que j'ai trouvé, c'était toujours, quand on parlait des Canadiens, c'était vraiment un footnote, vraiment rien d'écrit. J'ai visité le musée à Catania, fait exprès pour les Alliés, pas de mention du Canada. Comment ça se fait que 26 000 Canadiens qui ont combattu là, 562 morts, 2310 blessés, comment ça se fait qu'on n'était pas reconnus? Alors, ça a devenu notre mission, mon fils et moi, de faire l'éducation, si vous voulez, de ses pairs. Finalement, il y a eu l'opportunité de rencontrer un vétéran qui a fait l'escalade d'Assoro. Et par ce temps-là, moi, j'ai été mordu par non seulement un intérêt, mais mordu par l'injustice du fait que ce monde-là, on leur a demandé de partir pour la Sicile. Ils ne connaissaient pas ça, la Sicile. Qui connaissait la Sicile en 1943? Et pourquoi ils sont morts?
ça m'a vraiment marqué. Alors, j'ai décidé, lors d'un voyage en Sicile, quand j'ai visité le cimetière, j'ai passé pas loin de 3 heures là-dedans à rencontrer tous les hommes, 484 pierres tombales. J'ai eu une espèce d'épiphanie, je ne peux pas l'expliquer, mais l'injustice m'a pris au cœur et je leur ai dit en partant que j'étais pour revenir, que j'étais pour créer quelque chose d'énorme, une expérience où j'étais pour amener des Canadiens, on était pour commencer une marche de la plage tout le long de la Sicile. C'est une marche qui nous a pris 20 jours à peu près, plus ou moins, là, 20 jours de marche. Et si vous me permettez, un petit vidéo. Ça, c'est le vidéo que je vous montre. C'est un documentaire qui était filmé par l'équivalent de le RDI, le CBC, là, ce qui s'appelle RAI, en Italie. Je vais vous montrer ça, ce qu'on a fait. Si vous me donnez 2 secondes, cette vidéo ne prend pas de temps à monter. J'ai toujours la misère à le trouver dans mon espèce de partage, là. Donne-moi 2 secondes. Évidemment, je l'avais préparé. Est-ce que vous le voyez? Oui. Vous le voyez? Est-ce que vous l'entendez? Oui. Quando si parla di sbarco alleato in Sicilia, è naturale pensare subito agli americani, piccole stelle bianche in campo blu a caccia di nazifascisti. Con gli anni abbiamo imparato che con loro c'erano anche i britannici e che non erano per niente pochi, più di 200.000 soldati per schieramento. Ma non tutti sanno che tra gli americani e gli inglesi, spesso divisi da rivalità e vecchi asti, c'era un terzo gruppo, un esercito di 26.000 soldati al loro quasi debutto in guerra, i canadesi. Settant'anni dopo, nella sua casa di Montreal, uno studente canadese, Eric, racconta lo sbarco in una tesina di storia. Suo padre Steve, imprenditore, la legge e si appassiona alla vicenda. Qualche mese dopo, centinaia di canadesi sbarcano di nuovo sulla spiaggia di Pachino. Parenti di soldati, militari appassionati e persino un veterano, Sheridan Atkinson, di 92 anni, per un viaggio che ripercorrerà passo dopo passo la conquista della Sicilia. E dopo Pachino conquistano Ispica, dove entrano facilmente l'11 luglio del 1943. Chi erano questi uomini? Uomini come Gerard Smith, che morì proprio oggi, 70 anni fa. Erano contadini di Manitoba o pescatori della Nuova Scozia, oppure taglialegna della British Columbia. Ma perché erano qui? Erano qui perché gli avevamo chiesto di battersi per i valori che erano importanti per noi, pace e libertà. Siamo qui per onorare la loro memoria. Man mano che camminiamo tra Pachino e Adrano, pianteremo questi paletti fatti dagli studenti canadesi e siciliani.
Questi paletti riflettono il nostro desiderio di mantenere viva la memoria del loro sacrificio. Cette vidéo-là se montre en Sicile, en Italie, en fait, 4 fois par année, au moins. Et évidemment, ça sert à éduquer les Italiens à propos de le vécu des Canadiens, l'expérience des Canadiens. Évidemment, en Italie, on parle des Américains et des Anglais, on ne parle jamais des Canadiens. Et j'ai trouvé une injustice là-dedans. Mais ce que j'ai découvert, c'était beaucoup plus profond. J'avais ici une photo, on était 750 dans le cimetière où on a fait un roll call. Chaque personne devant un pierre tombale, quand je criais le nom, eux criaient présent pour signaliser, pour communiquer, si vous voulez, à leur âme qu'on était là, qu'on ne leur avait pas oublié. Le défi que j'avais en quittant la Sicile en 2013, c'est comment maintenir cet effort sur le temps. C'était évidemment quelque chose d'assez important. C'était gros comme projet, mais comment le continuer? Et en fait, comment aller plus loin, toucher plus de Canadiens et en particulier les jeunes. Alors, dans les écoles, c'est clair que les militaires, on paie attention à eux là, le 11 novembre, mais la journée de la paix, le 21 septembre, journée internationale de la paix, penses-tu qu'on parle de militaires? Je trouve ça exceptionnellement bizarre. Alors moi, j'ai conçu 3 stratégies, si vous voulez, pour pousser ou faire en sorte que la mémoire de nos troupes ne sont jamais, leur sacrifice n'est jamais oublié. J'ai dit, je vais aller chercher plus de citoyens, mais en créant une expérience, pas juste la commémoration, mettre un coquelicot. C'est pas ça pour moi, la commémoration. C'est plus fort, ça va plus loin. Il faut qu'on se pose la question, why did he die? Why did they choose to die? Pourquoi cette question-là? Là? Pourquoi ils ont décidé qu'il était pour possiblement se sacrifier, là, à tel point était leur engagement? Alors, pour réaliser ça à long terme, c'était clair que j'avais besoin de l'engagement des citoyens de la Sicile, les Siciliens. Sans eux, sans un engin économique pour eux, pourquoi est-ce qu'ils s'intéresseraient? Je n'avais pas d'intérêt à prendre des autobus puis à faire des tours de champs de bataille, là. J'avais beaucoup plus d'intérêt à aller chercher les jeunes pour justement faire face à cette question-là. Pourquoi quelqu'un s'enrôle comme militaire? Ça sert à quoi? C'est quoi le rôle? Et évidemment, c'est pour préserver la paix et d'après moi, c'est pour soutenir les valeurs que nous, on se dit sont importantes ici au Canada. L'expérience qu'on a conçue, c'était quelque chose comme le Camino di Compostela. Si vous connaissez ça, c'est une marche religieuse, mais nous, on a décidé de faire une marche le long du sentier pris par la première division de l'infanterie canadienne. C'est une piste de 325 km à travers les 23 villes qu'on a libérées. Et le 10 juillet, nous allons sortir avec tous nos cartes et un petit livret. Et ça, en fait, ça se déroule cette année. Mais ça, c'est vraiment ce qu'on appelle le Center of Gravity dans notre projet parce que ça implique les Siciliens et, entre autres, toutes les écoles secondaires dans la région où les Canadiens sont combattus. Mais le forum pour les jeunes, c'est vraiment la série, si vous voulez, sur le Sunday. Là, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important parce que le potentiel de percer les écoles puis de leur informer à propos non seulement de la paix comme un concept simple, mais des 8 piliers, c'est absolument essentiel. Avec cette propos-là, la notion de la paix, on peut finalement percer
les écoles, puis avoir accès aux étudiants. Et si c'était possible de faire un lien entre les académies militaires et les écoles secondaires, la différence en âge n'est pas très importante. Et puis, alors, la question d'une capacité de se voir dans cette rôle-là était plus important. Et le feedback qu'on a reçu était très, très fort. Alors, on a décidé de le poursuivre. Pour atteindre plusieurs pays, pour atteindre l'OTAN et l'ONU, il fallait absolument avoir des partenariats et on a embarqué là-dessus, des partenariats avec d'autres instituts qui s'impliquent au niveau de la paix. Entre autres, le plus important pour moi, c'est l'Institut de l'économie et de la paix d'Australie qui eux, produisent des rapports et le général va vous en parler de ceux-là. Sont des partenaires très importants pour nous. Valor Canada et d'autres font la distribution de matériel éducationnel, mais plus axé vers les militaires. Et eux s'enlignent avec nous parce qu'ils en arrachent. Là. Il n'y a pas grande école qui s'intéresse à des cours d'histoire militaire. Et finalement, des opérateurs de tours internationaux, EF Tours, qui est le plus grand au monde, sont un de nos partenaires. Et puis, eux vont nous aider. C'est drôle, mais eux ont plus d'accès à des professeurs au Canada et à l'international que n'importe quel autre organisme. Alors, la genèse, si vous voulez, le Forum de la paix, c'est à travers cette vécu, cette parcours. Là, je vais passer la présentation à Richard. Si vous voulez, Richard, j'arrête de partager et c'est à vous. Parfait, merci. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là pour nous écouter vous parler là, de ce beau projet-là là, en fait, qui valorise la paix, la sécurité et la prospérité. Avant d'aller plus loin, j'ai 3 messages principaux à vous communiquer. Le premier message, c'est qu'au terme des conflits armés, la paix semble beaucoup plus difficile à restaurer qu'obtenir des succès militaires. Donc, après avoir gagné la guerre, comment faire pour réaliser cette paix qu'on espère durable? C'est un grand défi. Deuxième message, la paix ne signifie pas seulement l'absence de guerre. Une véritable paix durable s'accompagne d'une série d'autres activités qui doivent se réaliser. Et les 8 piliers de la paix positive proposés par l'Institut d'économie et de la paix mentionné par M. Gregory tout à l'heure nous offrent fort probablement une piste intéressante de recherche. Finalement, pour l'édition de cette année du colloque, on a réuni pour nos tribunes un groupe impressionnant de conférenciers et conférencières, des universitaires, des experts, des opérateurs, des étudiants et militaires et civils qui vont partager avec nous leurs réflexions et leurs analyses sur cet objectif qui semble si difficile à obtenir, qui est de gagner la paix. Alors, vous avez ici une idée des différentes tribunes qui vont vous être offertes les 7 et 8 avril prochains dans le cadre de notre colloque. Ce colloque-là va se faire dans un format hybride, donc c'est-à-dire qu'il va y avoir des gens en Sicile, en présentiel, comme on le dit maintenant, qui vont assister aux conférences là-bas, et il va y avoir
des intervenants, des intervenantes et des participants, participantes qui vont être également en ligne. Alors donc, c'est vraiment parce que je viens d'en organiser un colloque comme ça, ça cause beaucoup de défis de faire des formules comme ça en mode hybride, mais je peux vous garantir qu'on ne ménage pas les efforts là, pour offrir un produit de qualité les 7 et 8 avril prochains en matinée, parce qu'il faut bien voir qu'on a 6 heures de différence avec nos collègues italiens et siciliens. Donc, au Canada, les séances vont se tenir le matin. Vous voyez que le colloque est organisé autour de 4 tribunes. On a fait l'année dernière un colloque, mais en raison des mesures de confinement, le colloque s'est déroulé complètement en mode virtuel. Mais quand même, c'était une expérience qui était très positive parce qu'on a vu quand même l'engouement que ce sujet-là, que ces tribunes-là ont initié là, dans plein de pays, plein d'écoles. Alors, pour vous dire, là, on a eu au-dessus de 800 participants qui ont participé aux 2 jours du colloque à un moment ou un autre, en provenance de 23 pays différents. À un moment donné, on avait 347 participants qui étaient en ligne en même temps à un moment là, lors du colloque. Il y avait 22 collèges militaires de 16 pays qui ont été impliqués, qui ont participé d'une manière ou d'une autre, et 13 écoles secondaires qui étaient situées en Italie. Alors donc, c'était quand même une espèce de preuve, hein, de concept. On se disait que, bon, bien, ça a bien marché. Et évidemment, cette année, on a mis la barre plus haut pour essayer d'avoir encore plus de participants provenant d'encore plus de pays et d'intéresser encore plus de collèges militaires et d'écoles secondaires, entre autres. Alors, la tribune 1, je vais vous la présenter très brièvement. C'est une tribune qui va s'attarder sur les concepts de paix positive et de paix négative. Alors, donc, on va décortiquer un petit peu, mais qu'est-ce que c'est la paix? Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, on va avoir le privilège d'avoir comme modérateur M. John Melcon, qui est responsable du Centre d'études sur les relations civilo-militaires du Collège de West Point, qui va être le modérateur. Et comme conférencière, on a M. Serge Stroubens, qui fait partie de l'Institut d'économie et de la paix. Et ses responsabilités à lui dans cet institut-là, c'est qu'il est le directeur des opérations pour l'Europe et le Moyen-Orient. Alors, quelqu'un qui a une feuille de route remarquable sur les opérations aussi sur le terrain, c'est un officier à la retraite belge, donc il a beaucoup, beaucoup d'expérience et qui va venir nous parler, entre autres, des piliers de la paix, justement, que je vais vous présenter brièvement là, dans quelques minutes. On a une doctorante de l'Université Laval, Aurèle Fanny Deutscher-Nguelieu, qui va participer à cette tribune-là. Et on a aussi un élève officier de West Point, l'élève officier Shaw, donc qui va contribuer à cette tribune. On va en parler beaucoup plus en détail lors du colloque, mais quand M. Gregory parlait, entre autres, des 8 piliers de la paix, ben, c'est ce que vous avez en avant de vous. C'est un modèle qui a été élaboré par l'Institut d'économie et de paix, d'ailleurs, qui viennent juste de publier un rapport sur la paix positive en février 2022. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller en ligne et retrouver ce rapport-là en PDF. Et ce rapport-là, dans l'introduction, va vous parler encore plus en détail de quels sont ces piliers de la paix positive. Alors, entre autres,
ce qu'on dit, c'est que la paix négative, c'est l'absence de guerre. Alors, c'est un début. Hein? Par exemple, lorsque se signe une trêve, lorsqu'arrive un traité, une fin des hostilités, ben on est dans un milieu d'absence de guerre. Donc, c'est ce qu'on appelle la paix négative. Mais on est d'accord, toutes et tous, que la paix, c'est beaucoup plus que l'absence de combat. Quand les canons se taisent, pour rester dans un domaine qui intéresse particulièrement le colonel Gregory, quand les canons se taisent, ce n'est pas la paix durable. La paix durable, on va l'obtenir en prenant en compte les 8 piliers que vous avez devant vous. Alors, je les nomme très rapidement. Hein, un gouvernement qui fonctionne bien, avec une gouvernance saine. Puis à mesure que je vous parle, là, je vous invite à voir des théâtres d'opération récents pour penser si les 8 piliers de la paix positive étaient bien présents. Puis je vais vous en nommer un comme ça, l'Afghanistan. Donc, une distribution équitable des ressources, un flot d'informations qui fonctionne bien, de bonnes relations avec les voisins, un capital humain de haut niveau, l'acceptation du droit des autres. Hein, on est donc dans un climat de droit. On essaie de minimiser les niveaux de corruption et on essaie de mettre en place un environnement où les entreprises privées vont pouvoir fleurir. Alors, pensez à l'Afghanistan en fonction des 8 choses, des 8 domaines que je viens de vous nommer, et peut-être que ça va nous donner une explication potentielle de la débâcle à laquelle on a assisté au mois d'août dernier. La deuxième tribune, c'est une tribune qui est un peu plus historique. Alors, colonel Gregory parlait tout à l'heure de l'opération Husky, ce qui s'est passé en Sicile en 1943. Donc, là, on va rechercher dans l'histoire, avec une équipe d'historiens, d'historiennes, est-ce qu'il y a des leçons apprises qu'on peut retenir de ce qui s'est passé en Italie dans les années 40 autour de l'opération Husky. Et c'est là, par exemple, qu'on s'aperçoit que au terme de l'opération Husky, il y a un gouvernement civilo-militaire qui s'est mis en place, qu'on appelle en anglais AMGOT, Allied Military Government of Occupied Territories. Donc, un gouvernement militaire allié des territoires occupés qui s'est instauré, puis qui a existé, puis qui a fonctionné. Donc, une organisation civilo-militaire qui a été mise en place rapidement après la victoire alliée pour avoir une espèce de gouvernance qui tienne la route là, en attendant que, par exemple, la démocratie revienne en Sicile et en Italie. Alors, il y a plein de choses intéressantes à apprendre de ce passage-là là, du gouvernement militaire allié. Et on va avoir comme modérateur un professeur de l'Université Marconi de Rome, professeur Andrea Ungari, qui participait à notre colloque l'an dernier. On va avoir la docteure Cindy Brown, qui travaille à l'Université du Nouveau-Brunswick, hein, qui est la directrice exécutive du Gregg Center, qui est une spécialiste de l'histoire de cette période-là, de cette activité-là. On va avoir 3 élèves officiers de l'Académie militaire de Modène, donc 3 élèves officiers militaires italiens et une cadette de West Point, donc des jeunes qui fréquentent nos collèges militaires, mais qui s'intéressent à l'histoire parce que
vous savez que l'histoire a tendance à se répéter et on n'est pas nécessairement, hein, généralement, des bons élèves de l'histoire, alors qu'on devrait peut-être l'être un peu plus. Tribune 3, donc, il va avoir lieu le 8 avril. C'est moi qui vais avoir le privilège de modérer cette tribune-là. Écoutez, ça fait une trentaine d'années, grosso modo, entre autres, que les Canadiens sont intervenus dans les Balkans. Alors là, on s'est dit que ce serait peut-être intéressant de regarder ce qui s'est passé puis ce qui se passe dans les Balkans en ce moment pour voir, encore une fois, s'il n'y a pas des leçons qu'on peut retenir de ces nombreuses missions-là, hein, de l'ONU et de l'OTAN qui se sont succédées dans les Balkans. Alors, dans les Balkans, en ce moment, c'est quand même pas la paix totale. En fait, c'est pas la paix positive encore. Mais il n'y a pas de grands conflits ouverts depuis longtemps. Il y a des escarmouches, mais il n'y a pas de grands conflits ouverts. Alors, est-ce qu'il y a des leçons à tirer de ça? Et on va avoir comme intervenant le professeur Rémi Landry, qui travaille à l'Université de Sherbrooke, qui est un militaire à la retraite qui a fait des tours, qui a fait des missions dans les Balkans. On va voir le professeur Pierre Jolicoeur du Collège militaire royal de Saint-Jean, Collège militaire royal de Kingston, pardon, qui est professeur titulaire de sciences politiques. Et on va avoir 2 élèves officiers du RMC Kingston, les élèves officiers Macklin McCollum et Val Tonan, qui se sont intéressés particulièrement aux leçons apprises des Balkans, qui sont en train de faire des travaux là-dessus à l'école, qui sont à la veille de graduer, mais qui ont décidé de donner de leurs efforts et de leur temps là, pour venir participer à cette tribune-là à côté de 2 professeurs émérites. Alors, vous imaginez un peu la dose de courage là, que ça prend à nos jeunes élèves officiers pour être sur les mêmes tribunes, mais ils font très bien ça et leurs analyses sont très pointues et très intéressantes à entendre et ça nous donne aussi, bien évidemment, le point de vue de la relève qui émerge en ce moment au sein entre autres, de nos forces armées. Et finalement, la 4e tribune, alors on a fait participer des écoles secondaires cette année par le biais de compétitions de vidéos ou d'essais. Alors, on a eu un grand nombre quand même de propositions de vidéos et d'essais qui sont venus de plusieurs écoles secondaires. Il y a eu un comité qui s'est penché sur tous ces vidéos et essais-là qu'on a reçus et on a déterminé des gagnants et des gagnantes. Donc, au niveau des essais, alors regardez, là, des essais qui viennent d'Italie, de Roumanie et du Canada qui ont remporté la palme. Et au niveau de vidéos, des vidéos qui viennent de Roumanie, d'Italie et du Portugal qui ont remporté la palme. Donc, on va voir les vidéos, on va entendre de courtes présentations des essais là, qui ont gagné. Mais vous voyez que la belle nouvelle ici, c'est qu'il y a des élèves au niveau secondaire qui sont intéressés par ces sujets-là de paix, de sécurité et de prospérité. Alors, ça rejoint tout à fait l'objectif du colonel Gregory, là, dans son grand projet là, d'essayer d'unir le maximum de personnes à tous les niveaux possibles sur ces grandes questions-là qui, j'allais dire malheureusement, occupent encore l'actualité de nos jours. Alors, voilà ce que j'avais à vous dire sur le programme du colloque qui se tient sur 2 jours, 2 matinées, hein, les 7 et 8 avril prochains. Et je vous encourage à vous inscrire et à participer parce qu'on va entendre des analyses et des exposés vraiment remarquables. Alors, merci beaucoup pour votre attention.
Alors, merci beaucoup à nos deux conférenciers, colonel Grégory et général Giguère. Nous sommes arrivés à la période des questions. Alors, je vais commencer par deux questions d'ordre pas logistique, mais plus de précision sur la tenue du forum. Les auditeurs voulaient juste demander à vous, Steve, ou au général, selon le fuseau horaire, heure avancée de l'Est, les tribunes, le 7 et le 8, débutent à quelle heure chez nous, là? Juste parce qu'il y avait des questionnements à cet effet. Alors, si vous permettez, mon général, je vais avancer ces dates-là. C'est de 9 h le matin à midi et demi et les 2 jours. Tribune 4, par exemple, on promouvoit beaucoup cette tribune-là à nos écoles. Ça commence à 10h50 et ça finit à 11h50. Et finalement, on va remercier tous ceux qui ont contribué. Entre autres, Marc, vous allez être reconnu comme un des juges. Alors, on a beaucoup de volontaires à remercier. Alors, ça nous prend quasiment une demi-heure. Merci beaucoup. Je crois que c'est très précis comme renseignement. Merci, le colonel Grégory. Une deuxième question qui vient de l'auditoire, qui demande, il dit, comment un civil peut-il s'impliquer de manière active dans vos initiatives, colonel Grégory? La question est large, mais je la présente comme je l'ai comprise. On a tellement de besoins, c'est ridicule. Il y a en masse d'opportunités. On a besoin de volontaires. Par exemple, on a percé les écoles secondaires. Le plus gros, sérieusement, un défi le plus important de ma vie, c'est une bureaucratie absolument... c'est pas croyable. Alors, pour nous, d'identifier des professeurs, ça prend beaucoup d'énergie. Alors, nous aider à identifier des professeurs, nous aider à percer les écoles. On a besoin de vétérans pour visiter les écoles et parler de la paix. On est en train de développer, on a déjà développé 5 différentes leçons sur la paix positive. On est en train de développer un curriculum pour les niveaux de 4e année jusqu'à 12e année. Alors, on a beaucoup de besoins. S'il y a du monde ici qui s'intéresse à participer, j'aimerais beaucoup en discuter parce que, écoute, là, c'est énorme notre défi. Mais ça vaut la peine. Pour permettre aux gens intéressés à rentrer en contact avec vous, colonel Grégory, je proposerais pour les gens intéressés à communiquer avec au chapitre du Fort Saint-Jean sur le réseau. Les coordonnées sont toutes indiquées selon les invitations que vous avez reçues. Et à partir de ça, eux pourraient communiquer vos coordonnées aux personnes intéressées. On va procéder de cette façon-là. Merci. J'ai quelques questions pratico-pratiques sur la paix positive, mais avant, j'ai une autre question d'intérêt général et elle provient d'un auditeur qui dit: quel est le lien entre l'Académie de la défense canadienne et le forum, s'il y en a un? Au début de notre projet, j'ai poursuivi l'Académie et maintenant, quelqu'un qui est devenu un grand ami, le général Aitchison, est embarqué à 100% et il nous a aidés à rencontrer les collèges, les 2 collèges, et il nous a aidés, il a promu cette affaire-là, c'est pas possible. Vous êtes tous au courant que les professeurs, ils ont une indépendance là, qui ne peut pas être approché, mais ils ont leurs propres idées. Un civil, imaginez-vous, là, un homme d'affaires qui rentre puis qui propose un projet là, out of the blue, ça vient d'où? Il est qui cette personne-là? Là? Pas évident, là. Alors, sans lui, on n'aurait pas eu le support. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des profs d'intéressés. On a des profs
incroyable. Des profs associés, des profs, on a du monde. Sans le général là, devant vous, on aurait eu zéro. Là. Lui nous a donné toute notre crédibilité au niveau des académies. C'est vraiment grâce à Général Giguère. Là. On ne peut pas lui remercier. We just can't thank him enough. D'ailleurs, j'ai un petit cadeau pour lui. Là. Il n'est pas au courant. Mais c'est incroyable. Là. Merci. Merci. À ce moment-ci, j'aimerais poser des questions concernant la paix positive. J'amorcerai les questions par une première question que j'adresserai au général Giguère. D'après votre analyse, mon général, quelles sont les principales causes de l'échec du rétablissement d'une paix durable en Afghanistan suite au départ des forces de sécurité? Vous mentionniez plutôt l'échec de l'année dernière. S'il vous plaît. Bien, écoutez, c'est une vaste question, là, mais il y a quand même une piste de solution. Vous savez, dans le cadre d'une contre-insurrection, comme on était aux prises en Afghanistan, il était clair dès le départ. Hein, moi, j'ai été 2 fois, une fois en 2004 à Kaboul, puis une fois en 2010-2011 à Kandahar. Il était clair que la solution à ce genre de conflit-là n'est pas militaire. Vous savez, les militaires, on est là pour mettre une espèce de band-aid, là. On est là pour créer une espèce d'espace sécuritaire. Donc, on empêche les combats, on empêche les bombes de tomber, on crée de la sécurité, mais pour permettre aux autres activités de se réaliser. Et c'est pour ça que je trouve que l'image des 8 piliers est extrêmement importante. Parce que les militaires, dans le fond, en créant un espace de sécurité, on crée la paix négative. C'est ça qu'on fait. On arrête les conflits. On est en absence de guerre. Bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu... on a eu des pertes en Afghanistan. Il y a eu des attaques, il y a eu du terrorisme, il y a eu tout ça. Je ne vous dis pas que c'était la paix parfaite. Mais on a quand même créé cet espace de sécurité. Mais quand cet espace de sécurité-là est créé, la paix n'arrive pas toute seule. La paix durable n'arrive pas toute seule. Elle va arriver par la réalisation, entre autres, des 8 piliers qu'on a vus là, dans le modèle de l'Institut d'économie et de paix. Alors, c'est là, à mon avis, que ce n'est pas tous ces objectifs-là qui ont été réalisés. Là. Alors, vous savez, et là, on parlait beaucoup de l'approche pan-gouvernementale quand on était là-bas. Vous savez, en anglais, on disait « whole of government approach ». Là. Puis le Canada, on n'était pas les seuls à avoir cette approche-là. Plein de pays de l'OTAN avaient cette approche-là, où il y avait clairement 3 lignes d'opération. Il y avait une ligne d'opération sécurité, il y avait une ligne d'opération gouvernance et il y avait une ligne d'opération reconstruction et projet humanitaire. Alors, vous voyez qu'il y a quand même de l'importance qui est accordée à la ligne de gouvernance puis à la ligne de reconstruction. Mais ça prend du temps pour toutes ces choses-là à arriver. Et vous savez, on était là, en fait, les Canadiens, on était là une quinzaine d'années. Et peut-être que 15 ans, c'est pas assez pour reconstruire un pays convenablement selon les 8 piliers. Mais vous savez, s'il y a une ressource qui nous manque dans nos opérations militaires, c'est le temps. Hein, je me souviens quand j'étais déployé en Haïti où on espérait que la démocratie s'installe en peu de temps. Dépêchez-vous parce qu'on a une autre crise à aller éteindre. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça prend du temps, ces choses-là. Et je pense que ce qu'on a assisté avec la débâcle de Kaboul du mois d'août, qui était, vous savez, on a tous en tête ces images extrêmement marquantes, là, c'est que la paix positive n'a pas collé.
La paix positive n'a pas collé en Afghanistan. C'est ça qui est arrivé, à mon avis. Merci beaucoup. Effectivement. Ma deuxième question s'adresserait au colonel Grégory. En Sicile, plusieurs bonnes leçons ont servi par la suite à la communauté internationale dans la recherche d'une paix durable au cours des années qui ont suivi. Mais d'après vous, laquelle est la plus évidente à vos yeux, la meilleure leçon qui porte toujours encore? Et pourquoi? Les circonstances, évidemment, en Sicile étaient très différentes. On avait au préalable, on avait une démocratie. C'est vrai que ça n'existait pas. C'était sous un gouvernement fasciste pendant plusieurs années. Mais au moins, il y avait, disons, un peu une tradition. C'était pas fort, mais il y avait quand même une petite tradition. Ce qui m'a impressionné, et moi, je ne suis pas un expert là-dedans, mais le contrôle était redonné premièrement, le contrôle a été établi quelques jours seulement après, quand on a pris, mettons, la ville de Ispica, le 11 juillet. Par le 13, il y avait un soldat canadien qui a pris charge de la ville et puis qui a tout de suite réuni le conseil, tous les politiciens, et quelques jours après seulement, il a redonné les armes aux policiers. Mais c'était clair que s'il y avait du sniping qui était pour se faire, c'était pour être réglé à peine de mort. Là. Alors, les punitions étaient très sévères, mais le contrôle était cédé rapidement. Et puis, ce que les Alliés ont pu faire, je crois, c'est qu'ils ont pu convaincre les Siciliens qu'ils n'étaient pas pour rester, que c'était à eux leur pays. Et on a venu, puis on était pour quitter sans leur propriété, sauf un peu de vin, mais on était pour quitter, là, c'est clair. On ne voulait pas leur terre, ni leurs femmes, on quittait. Alors, je pense que ça, c'était un aspect assez important. De redonner le contrôle et le pouvoir décisionnel aux gens sur le terrain. Et on leur a convaincu qu'on n'était pas là pour voler de leur terre ou enlever des ressources ou quoi que ce soit. On était là pour arrêter le fascisme et le nazisme, puis on était pour partir. Oui, c'est un bon point. Merci beaucoup. The next question is in English. I will therefore ask you, Colonel Grégory, to answer. And it's a very short question. Is a positive peace an utopia in the 21st century? Good luck. Merci. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est une utopie. On parlait de ça avant notre session, puis je ne l'ai jamais attrapé, alors je n'ai pas d'expérience. Mais je peux vous dire que je crois que la paix positive dans notre société au Canada, on le voit aux États-Unis aussi, c'est peut-être pire, mais on voit la fragilité de notre société. Et notre société, c'est vraiment un système. Ça fonctionne comme un écosystème, si vous voulez, c'est un système. Alors, on ne peut pas reposer sur nos accomplissements. On a à surveiller que nos 8 piliers dans notre propre société fonctionnent. Alors, quand nous, on fait la promotion de les 8 piliers de la paix, je pose des questions directes aux étudiants à propos de ce qu'on vit ici au Canada. Exemple, a well-functioning business environment. Si on fait affaire avec Uber Eats toute la journée longue et Amazon, les taxes, on les collecte pas, là. Ils ne payent pas de taxes au Canada, c'est tout en Irlande. Ben, c'est-tu sain pour notre économie? C'est-tu sain pour notre société, pour notre démocratie? C'est à eux de prendre ces décisions-là. Mais on opère grâce à ces appareils-là, là,
nos téléphones, on opère à une telle vitesse là, qu'on on réfléchit pas. Nous, ce qu'on essaie de faire en réalité avec ce forum, c'est de ralentir un peu et puis de réexplorer et essayer de reconnecter les jeunes là, avec les principes. Why do soldiers sign up to die if they're going to have to die? Pourquoi là? Commemoration, l'idée de la commémoration pour moi, c'est fragile là, si on ne le connecte pas avec les principes de base, les valeurs. J'espère que. Alors, pour moi, c'est pas une utopie, c'est notre devoir si on veut préserver notre société. C'est à nous de se mettre à œuvre. Là. We got to work at it. Juste peut-être un mot là-dessus, Marc, si je peux, là, parce que ça donne bien. Là, j'ai été donner une conférence après-midi dans une classe de cégep. Donc, des jeunes qui ont 17, 18, 19 ans. Et je ne sais pas si on a des participants, des participantes là, qui ont des jeunes adultes ou des ados à la maison. Là. Mais moi, mon expérience, là, c'est que la crise en Ukraine crée de l'anxiété chez bien des jeunes. Et quelle est leur source principale de renseignement? C'est ça. Et vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas toujours des sources qui sont très fiables, hein, qui leur parlent là-dessus. Alors, je pense que de temps en temps, moi, je l'ai vu, là, de prendre le temps d'aller leur expliquer ce qui se passe et ce qui ne se passe pas. Ça peut aider à enlever de l'anxiété. Au moins, ils comprennent un peu plus. Et comme, vous savez, il ne faut pas les prendre pour des gens qui s'en foutent. Ils ne s'en foutent pas du tout. Mais ils s'imaginent des scénarios catastrophes. Là, ils sont tout le temps dans... Vous savez, la question que j'ai le plus souvent, on va sortir une guerre mondiale nucléaire. Ça, c'est tout le temps la question qui revient. La réponse plate, là, c'est peut-être que oui. Mais on leur explique pourquoi on donne cette réponse-là, puis que c'est possible, mais peu probable. Mais quand on ne leur explique pas d'où on vient avec, vous savez, ils sont abreuvés de toutes sortes de renseignements qui ne sont pas tous au bon niveau, qui ne sont pas tous au bon niveau. Alors, ça fait justement partie du projet de Steve, d'essayer d'améliorer ça, cette éducation-là des jeunes. Oui, en se servant, par exemple, de ce qui s'est passé en Sicile et en Italie comme une base historique, mais vous voyez rapidement que ça nous ramène à des enjeux d'aujourd'hui, clairement. Alors, je pense que c'est ça la grande valeur de l'exercice. On est arrivé à la dernière question. Et j'aimerais qu'on prenne tout le temps pour y répondre. Le chat, l'auditoire converge vers la crise ukrainienne. Donc, j'ai 3 questions que je vais essayer de combiner du mieux que je peux, si je comprends bien toutes les questions, mais j'aimerais les décrire telles qu'elles me sont présentées. On va commencer par le premier. Concernant le pilier corruption, est-ce que ce sera un des grands défis pour atteindre la paix positive en Ukraine? On trouve tout de suite un des 8 piliers. Un autre, c'était, toujours sur fond de guerre en Ukraine, quelle serait votre réponse pour expliquer que le Canada et d'autres pays n'interviennent pas directement, alors que ça leur a été fait en Sicile? Est-ce là des leçons apprises? Donc, voyez-vous, là, il y a comme deux questions autour de l'Ukraine. Et la troisième, que j'ai formulée moi-même, parce que je voulais vous l'envoyer à la fin, là, parce que tout le monde est préoccupé par l'Ukraine, c'était effectivement que inévitablement, un cessez-le-feu émergera lorsque un des deux côtés va dominer l'autre, pour se retrouver avec une situation de paix négative, comme l'a bien expliqué le général Giguère tantôt, ce qu'on a vécu en fait en Afghanistan.
Mais alors, la question, c'est, et ça va chercher aussi le niveau d'engagement des peuples ou des différents gouvernements internationaux. Selon vous, quels sont les défis prioritaires pour la communauté internationale pour éventuellement espérer rétablir une paix positive dans ce conflit et ailleurs si ça s'étend plus loin là, en Europe? Alors, c'est une question que je pose à vous deux et je vous laisse coordonner entre vous qui commence, mais voilà. Voulez-vous débuter, c'est? Non, vas-y, mon général. Bien, c'est sûr qu'il y a beaucoup de parallèles à faire avec l'Ukraine. Là. Vous savez, la question de la corruption est bonne. Vous savez, dans tous les pays, là, si vous vous souvenez là, du pilier qui adresse la corruption dans le modèle de l'école, de l'Institut, ils n'ont pas mentionné absence de corruption. Hein. Ils mentionnent un niveau minimum de corruption. Vous savez qu'il y a des indices de corruption qui sont produits à chaque année sur tous les pays du monde, incluant le Canada. D'accord? Oui. Alors, donc, c'est de voir jusqu'à quel point vous savez, puis probablement qu'en Afghanistan, le degré de corruption était probablement à son maximum, hein, malgré tous les efforts qu'on a faits. Quel est le degré de corruption en Ukraine? Je ne peux pas vous le dire précisément, mais je sais que c'est un facteur parce qu'on en a entendu parler depuis longtemps. Alors, c'est de voir comment on va être capable de modérer et de gérer cette corruption-là pour pas qu'elle soit une embûche majeure à un rétablissement de la paix. Puis avant de laisser parce que je pourrais peut-être revenir après pourquoi que les pays alliés ne sont pas en Ukraine, là, mais c'est quasiment un autre débat. On pourrait passer une autre heure là-dessus. Là. C'est pas ça l'idée. Mais avant de laisser la parole à Steve, pour revenir au concept de paix négative et de paix positive, ben justement, l'Ukraine, c'est un exemple parfait. Advenant le cas que demain, c'est un peu utopique, justement, mais advenant le cas que demain, en se levant, on apprend qu'il y a un cessez-le-feu qui a été décidé entre les Russes et les Ukrainiens. Wow! Hein? La paix. Vraiment? Vraiment? Non. S'il y a un cessez-le-feu, ça va être la paix négative, ça va être l'absence de conflit, l'absence de guerre. Il n'y a plus de bombes qui circulent. Là, il faut s'attaquer à la partie plus difficile. C'est de créer la paix positive. Avez-vous vu la destruction en Ukraine? Avez-vous vu le flot de réfugiés en Ukraine? Avez-vous vu qu'il y a des russophones et des gens qui parlent l'ukrainien en Ukraine? Et comment on va faire pour rétablir tout ça, pour qu'on ait une paix durable en Ukraine? On est-tu d'accord que ça ne se fera pas en 2 semaines? Mais c'est ça, la paix durable. Ça prend du temps en essayant de mettre en application tous les domaines qu'on a vus tout à l'heure, mais ça ne se fera pas en criant ciseaux, cette histoire-là. Ouais. C'est whole of government. Ça s'appelle comment? C'est-tu H-O-L-E? W. Bah. W-H-O-L-E. C'est pas mon vécu, ça. C'est une attente absolument ridicule pour moi. C'est à nous. Le leadership, présentement, je crois, dans plusieurs sociétés, on a un vacuum. Comment est-ce qu'on dit ça, là? Un vacuum de leadership. Vous êtes tous des leaders. Prouvez. C'est le temps, là. C'est le temps. Sous-estimez pas votre pouvoir. Moi, je pense que c'est whole of society. C'est à nous d'identifier des réseaux puis de mettre en place, par exemple,
Au Canada, nous, on a les banques peut-être les plus impressionnantes au monde. Ça serait-tu facile, je vous le dis, ça peut se faire dans une semaine, d'établir un conseil des meilleurs technologues dans ces banques-là pour rentrer dans 2 mois en Ukraine pour leur aider à concevoir un système économique qui est plus digital. Pourquoi? Parce que des sociétés qui utilisent l'argent via digital, là, par méthode digitale, souffrent moins de corruption. Cashless societies have less corruption. Alors, quand on parle de corruption, c'est un parfait exemple de comment notre société pourrait se réunir et s'impliquer. Mais ça prend un vouloir au niveau de notre gouvernement. Puis moi, je ne suis pas tout à fait convaincu que notre gouvernement accepterait que des citoyens se mettent à l'œuvre de cette façon-là. C'est frustrant pour moi. Nous, notre projet de la paix, cette année, on a fait une demande à plusieurs différents départements pour 167 000. Ils nous ont donné du cash, 10 000. Alors, d'après moi, je n'ai pas grand preuve que whole of government, ce n'est pas plus que HOLE. En tout cas, je ne veux pas rentrer dans la politique, là, mais écoute, c'est mon vécu, puis je suis frustré. Pourquoi, laissons-nous parler de pourquoi les Canadiens n'ont pas rentré. Parlons-nous de nos vécus à l'école. Si tu n'étais pas bien équipé comme jeune, si tu n'avais pas de confiance et moins en fait de conviction, puis il y avait quelqu'un de plus fort qui te menaçait, ben, je sais qu'est-ce que j'ai fait, moi, je me suis enlevé de la scène. Je ne suis pas fier de ça, là, mais je ne me suis pas battu. Il nous manque beaucoup chez nous. La conviction prime. The first thing we are lacking is conviction, d'après moi. Ça répond à la question posée. Merci beaucoup. Ceci complète la période des questions. Merci beaucoup à l'auditoire d'avoir posé de belles questions et aux conférenciers d'avoir si bien répondu. À ce moment-ci, mesdames et messieurs, j'aimerais conclure les présentations. En votre nom à tous et au nom du président du Chapitre Québec des Anciens et des Anciennes, le Dr Denis Faubert, nous tenons à remercier très chaleureusement le colonel Grégory et le général Giguère pour leur vision et votre persévérance à promouvoir la paix positive auprès de la jeunesse internationale qui, somme toute, est destinée à porter le flambeau de générations précédentes. Comme membre du comité d'évaluation des essais et des vidéos réalisés cette année par les étudiants, vraiment, j'ai eu le privilège de constater chez nos jeunes un degré d'humanité élevé, ainsi qu'un besoin de partage collectif des richesses mondiales. Impressionnant. Si je demeure très optimiste qu'avec eux, la conscience collective de l'humanité continuera de s'épanouir en ce 21e siècle. Je suis très optimiste. En terminant, nous tenons aussi à remercier le chapitre Force Saint-Jean pour leur généreux appui lors de cette conférence et tout particulièrement Mme Chantal Rivard à la régie qui a supporté de main de maître la conférence de ce soir. Alors, sur ces mots, je vous remercie beaucoup de votre participation à notre conférence, messieurs, dames, et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci. Thank you. C'est nous qui vous remercions. Au revoir. Au revoir. Merci, Marc. Merci, mon général. Vous êtes tous les deux une inspiration. Écoute, c'était bien. Merci beaucoup.